Barcelone, on mange des pizzas servies par des gens parlant russe. Je vous jure que c'est authentique, sinon ça n'aurait aucun sens. Il paraît qu'on peut suivre des matchs de foot, mais pour nous ce week-end, c'est Grand Prix. Olé donc. On va parler du retour vers le futur, concernant le double droit du retour, des qualifs, et on finira par la course. Accessoirement, on prendra 2 minutes pour se demander quels enseignements tirer de ce week-end espagnol. C'est un double droit en descente qui se prend flat out avec les monoplaces actuelles, dont le grip est tel que même le raidillon à Spa se prend à fond, sauf pour Nicolas Latifi, je sais, c'est gratuit. Dès lors, admettez que ce serait fou de s'en priver. Depuis quelques années, comme on considère que la vitesse est dangereuse pour l'élite des pilotes mondiaux, on dénature les tracés par des chicanes affligeantes, qui cassent le rythme et n'ont aucun style. On stresse les pneus inutilement, on emmerde les pilotes, et on endort le spectateur. Mais c'est de la merde! C'est ainsi que le circuit de Montmelo, charmante bourgade jouxtant Barcelone, a été défiguré par l'apparition d'une chicane pour école de pilotage, telle une verrue sur le nez d'une jolie fille. Il aura fallu une paire d'années pour que monte jusqu'au cerveau des intellectuels de la FIA l'information selon laquelle cette chicane, outre qu'elle brille par son affligeante inutilité, emmerde tout le monde. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et on refait confiance aux pilotes pour prendre un virage, car après tout la F1, ce sont les 20 meilleurs pilotes du monde, sauf Nicolas Latifi. Ça c'est cadeau. On va enfin retrouver le circuit qu'on a tant aimé dans nos jeunes années, dont l'enchaînement de fin du tour va redevenir spectaculaire, et ce me semble un peu plus sélectif. Ce retour aux sources a été unanimement salué par les compétiteurs. Le baptême du bac à gravier sera pour Logan Sargent en EL3. Quand on dit qualif, on pense tour de ouf de Charles Leclerc, le petit génie de l'exercice particulier du tour unique. On ne pense plus à rien et on dégoupille, et en cas de doute on ferme les yeux et ses pieds dans le phare comme disait Nigel Mansell. P19. Je peux vous assurer sur ce que j'ai de plus cher au monde que j'étais sobre. Et pourtant j'ai vu ça sur l'écran. Leclerc P19. Exit en Q1. Je me suis pincé le bras très fort. Je me suis levé et je me suis rendu en salle de bain pour m'asperger violemment d'eau glacée. P19. Durant son interview d'après qualif, le beau Charles, on dirait le sobriquet d'un parrain du crime dans une comédie de gangsters dialoguée par Michel Audiard. Le beau Charles, donc, nous explique que selon lui, il y a un loup à l'arrière droit, que quelque chose cloche sur la voiture. Tu parles, Charles. Leclerc P19, c'est sûr qu'il y a un truc qui fonctionne pas sur la voiture. Et ce ne sont pas les tout nouveaux sidepods de la Ferrari qui semblent y changer quelque chose. Je dirais même plus, mon cher Dupont, les pontons n'y sont pour rien, Sainz part en première ligne. Carlos Sainz, qui aura effectué un vendredi et un samedi de toute beauté, solide comme il ne l'a pas été à Monaco quelques jours auparavant. P2. Sur une piste en constante évolution, malgré tout son évident talent, pas de miracle pour Alex Albon, ni pour son jeune équipier Logan Sargent sur les deux Williams P18 et P20. Tir groupé pour les deux Alpha Tauri P14 et P15 qui étrennent ce week-end de nouveaux sidepods, je dirais un peu comme tout le monde, avec pour une fois un Nyck de Vries qui devance Yuki Tsunoda et commence peut-être, espérons-le, à sauver son baquet aux yeux d'Helmut Marko, le sémillant tyran octogénaire de chez Red Bull, l'homme qui fait et qui détruit les carrières. P12, un George Russell plutôt mal à l'aise dans ses pneus, à la peine pour suivre son élégant Lord Anglais de coéquipier, avec lequel il tient à s'accrocher en pleine ligne droite à 300 km/h. Nul doute que Toto Wolff aura apprécié l'épisode à sa juste valeur. À qui la faute ? Pas de mauvais geste, c'est pas le genre de la maison Russell, d'autant qu'il semble s'accorder avec son compagnon de garage. Il donne la spie à Hamilton, se décale à droite, puis doit repiquer légèrement sur sa gauche pour éviter la ferrée de Sainz au ralenti sur sa droite à la sortie des stands. Du coup, la moustache de la Mercedes numéro 44 a nettement moins de gueule que celle de Valtteri Bottas. Hamilton P5 tout de même,
Bon, à plus d'une demi-seconde d'un Hollandais qui vole tranquillement au-dessus du peloton. Nico rappelle à ceux qui en avaient besoin qu'il est toujours, ou de nouveau, Hülkenberg, en claquant tant canon sur tant canon depuis le début du week-end espagnol. Il part P8, du solide, du Hülkenberg. Garé pendant les libres à une distance inquiétante de son chef de file, Lance Stroll se place P6 en se réveillant pile au bon moment lors des qualifs. Why ? Il termine pour la première fois de la saison devant un Papy Alonso décevant en Q3. P9, l'humidité sans doute. Si Esteban Ocon donne encore une fois dans le solide à la 6ème place, c'est au tour de Gasly de faire parler la poudre et on peut imaginer que sa colère consécutive au dimanche monégasque lui aura donné quelques chevaux supplémentaires en Q3. P4, magnifique, brillant, solide. Sauf que, ayant gêné tour à tour Sainz et Verstappen dans leur tour lancé, Pierrot dans la lune écope de 6 places de pénalité, ce qui le ramène à une position de départ conforme à une Alpine, P10. Tandis que Oscar Piastri, solide P10 sur la grille de départ avec une McLaren qui va plutôt mieux depuis Monaco, semble-t-il, assure une position prometteuse de points pour le lendemain, son équipier anglais Lando Norris cause une grande surprise au poleman à leur arrivée au pied du podium, P3. Max n'en revient pas, Zak Brown non plus. Bon, sans rire, on n'est pas là pour faire du tourisme. Quand est-ce qu'il signe chez Red Bull, Norris ? Non, parce que là, sérieusement, chez Colos Polos, il n'y a plus rien qui va. C'est pas tout de déclarer sans rire qu'on challenge le Hollandais volant et qu'on lutte pour le titre à égalité. Sans déconner. Rouler à plus d'une seconde au tour d'un coéquipier double champion du monde en titre. Se gaufrer dans le rail, se tanker dans le bac à sable. Soyons sérieux. Qui y croit ? Sûrement pas Helmut Marko ni Christian Horner, et moi pas davantage. Checo P11, avec la Red Bull. Last but not least, le poleman, dernier vainqueur d'un Grand Prix, double champion du monde en titre, tenant du titre à Barcelone, leader du championnat du monde, qui n'a même pas pris la peine de terminer son second tour en Q3. Avec une demi-seconde d'avance sur son dauphin, pourquoi forcer, surtout quand on est en amélioration. Pole position. Pour dimanche sur le sec, c'est une cote à 1,4. Mais on annonce de la pluie. Alors je dirais une cote à 1,1, 1,2 peut-être. Oui, de la pluie en Espagne. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. C'est le Nord. C'est le Nord, de l'Espagne. Pour un Madrilène, Barcelone, c'est Armentières. Même si perso, je vais plutôt passer mes vacances à Barcelone qu'à Tourcoing ou à Roubaix. On l'attendait de pied ferme, en tapant du pied par terre et les bras en l'air, et en se tordant les lombaires au son d'une guitare madrilène. Mais la pluie du nord de l'Espagne donc, n'est tombée que dans le casque de George Russell. « Hé les mecs, il pleut !» alerte le grand George, celui qui forme avec le beau Charles un beau duo de truands audiriens. « Non George, tu sues mon gars. » Ah bon, tant pis. À moins que ce ne soit Louis. 9 places de gagné, podium à 8 secondes de Lord Hamilton, une prestation enthousiasmante, brillante, solide, du pur George Russell. Sur une Mercedes encore plus retrouvée chez Sir Louis, brillant second, qui termine à 24 secondes du vainqueur du jour, Sa Majesté Max 3 d'Espagne. Un joli tir groupé des flèches multicolores, puisque double podium, de quoi redonner le sourire à Oncle Toto ? Pas si sûr. Les monoplaces noires sont loin en termes de rythme sur un tour et de temps cumulé à l'arrivée du Grand Prix. 24 et 32 secondes de retard au terme des 300 km de course, c'est plutôt Aston Martin et Ferrari qui ont régressé que Mercedes qui a vraiment réalisé un bond en avant en termes de performance pure. Reste que si de part et d'autre on se disperse, on perd du temps et des points. Chez Mercedes, comme d'habitude, on maximise le potentiel du package à disposition grâce à un duo de pilotes adroits et intelligents. Très intelligents, car malgré l'accrochage à 300 km/h en essai, outre qu'il aurait pu mal se terminer, aurait pu semer la discorde entre les deux côtés du garage étoilé. Mais il n'en est rien. Et l'ambiance torride qui règne dans le clan anglo-allemand n'a rien à voir avec l'ambiance glaciale des interviews d'après-course où on a vu un Louis particulièrement mal à l'aise face aux questions de Nico Rosberg. Évidemment, quand on ne salue pas son voisin d'immeuble, ça crée un malaise. Revenu de sa gaffe en qualification et de la 11e place qui en a découlé,
Checo El Mariachi, certes terminé à 45 bonnes longueurs de son chef de file, et cependant réalise une prestation solide en prouvant qu'il n'est pas mort et qu'il bouge encore. Pas facile en effet de doubler autant de concurrents bien déterminés à défendre leur position avec une guitare dans le cockpit. P4 donc, non sans brio, non loin du podium, 12 points de marqués et 2 de prix à un Fernando Alonso dans le coma. Un Checo retrouvé en course, rien à voir avec le Mariachi monégasque entrevu une semaine plus tôt. Ce qui fait un champion, un skieur ou un cycliste, c'est sa capacité à se relever après être tombé. Un Fernando quelque peu décevant, soumis à la loi de la maison Stroll, revenu de nulle part jusque dans les roues du fils du patron, et qui se résoudra à ne pas attaquer afin de préserver sa prime de Noël. Lens, quant à lui, assure la 6e place, sans réel panache, mais sans erreur non plus, après avoir croisé le fer durant les premiers tours avec Sir Lewis, se permettant de pointer 3e dans les premières boucles. P6, P7 pour les 2 Aston Martin. J'avoue que j'attendais mieux, et je crois ne pas être le seul au vu des premières courses de la saison. Les 2 monoplaces vertes sont les premières au-delà de la minute de retard sur le vainqueur. Autre déception chez un enfant du pays résigné à une monoplace bondissante et rétive, Carlos Sainz ne parvenant pas à tenir le rythme des concurrents directs. L'incapacité de Charles Leclerc à remonter dans les points après être parti des stands montre à quel point les nouveaux sidepods n'ont rien de magique, et on peut logiquement être déçu de ne placer qu'une monoplace rouge dans les points à une décevante 5e place. Décevant parce qu'en partant en première ligne, on était en droit d'espérer davantage. 3e force du plateau, la seule consolation vient du fait de terminer devant les verts. Il y a du pain sur la planche pour le reste de la saison. Une prestation solide, mais également décevante après le résultat monégasque. Esteban Ocon termine P8, non sans avoir brillamment combattu, parfois de façon quelque peu rugueuse, mais P8 quand même. Gasly P10, place la seconde Alpine dans les points suite à la pénalité de Yuki Tsunoda. À la 9e position, un Bruce Lee dont on avait presque oublié l'existence et qui se révèle un concurrent des plus sérieux, brillant et incisif, qui se paye le luxe de terminer 10 places, excusez du peu, devant son expérimenté coéquipier Valtteri Bottas, qui semble désormais hésiter quant à sa future reconversion entre le football allemand des années 80 et l'investigation privée à Hawaï. Un Bottas garé durant toute la course, P19. Je vais éviter de vider le chargeur sur une ambulance qui a manifestement les 4 pneus crevés. Parti des stands, Charles Leclerc, si brillant lorsqu'il s'agit de claquer un tour chrono, semble quelque peu en peine lorsqu'il s'agit de remonter dans le peloton. Faut vous dire qu'il n'est pas beaucoup aidé par sa monture. Échec à la porte des points et c'est la place du con pour le numéro 16 qui repart bredouille des terres hispaniques. Le jockey samouraï a encore perdu ses freins et son sang-froid, et malgré une course brillante, il se retrouve éjecté des points suite à une pénalité de 5 secondes pour n'avoir pas laissé suffisamment de place dans le turn 1 à Bruce Lee. Oscar Piastri aura tout perdu dans les premiers mètres et c'est dans l'anonymat du peloton qu'il échouera des points, le premier pilote à un tour du leader. Nick De Vries se bat, donne tout ce qu'il peut, mais il semble ne pas trop s'accorder avec sa monoplace. Espérons que tonton Helmut soit plus patient qu'avec Gasly, Vergne, Bourdais ou Albon. Hülkenberg. Pas facile de terminer plus haut quand on fait partie de la seule équipe qui doit s'arrêter 3 fois. P15, c'est dommage quand on voit l'énergie déployée en piste et quand on connaît le talent du bonhomme, il n'y a qu'à voir que K-Mag est P18. Pas de miracle pour Alex Albon, toujours aussi brillant et combatif, qui se bat contre des moulins à vent au volant d'une Williams toujours aussi peu compétitive. P16. Si c'est pas dommage de partir P3 et de casser son aileron au bout de 200 mètres sur Hamilton et d'ainsi gâcher un week-end jusque-là brillant, Lando Norris n'aurait pas dû insister dans le 1. Mais il faut dire qu'il n'a pas été aidé par ces monstrueuses pelles à tarte qu'on a mis devant les F1. Sérieux, c'est indispensable des ailerons aussi démesurés. Bon, c'est la même chose pour tout le monde. Mais on y gagnerait à avoir des ailerons avant plus courts et moins larges. Il y aurait sans doute moins de casse, non ? Magnussen qui va commencer à irriter tonton Gunther à force de se faire poutrer par Hulk, K-Mag ne termine que P18 grâce à 3 arrêts au stand. Faut bien qu'il y ait un dernier, et c'est logiquement le pilote le moins expérimenté sur la voiture la moins compétitive qui ferme la marche. Logan conduit la voiture balai, P20. Devant, loin,
loin devant, dans une galaxie fort lointaine, Max Verstappen continue de banaliser l'exploit en engrangeant sa 40e victoire après avoir réalisé le meilleur tour dans chaque séance d'essai, la pole position, le meilleur tour en course et avoir mené toute la course. Une simple passe d'armes avec Sainz au départ, bien maîtrisée avec des pneus pourtant plus durs, et la messe était dite dès le deuxième virage. Désormais, c'est avec 2 joggers que le double champion du monde en titre va rejoindre Montréal dans 2 semaines, le cap des 2 grands prix d'écart étant acté avec Checo Los Polos, presque 3 sur Alonso et Hamilton et déjà 4 sur George Russell. De quoi voir venir en terre québécoise. Le double podium des Mercedes, c'est un trompe-l'œil, tant l'écart de 30 secondes est conséquent à l'arrivée. D'autant que je me demande si le Hollandais volant n'en a pas encore gardé un peu sous le pied, histoire de ne pas tout dévoiler trop tôt à la concurrence. Pour les fans d'Hamilton et de Ferrari, la saison s'annonce longue. On nous annonçait une victoire de Fernando Alonso en Espagne. Qui ose parier sur Lance Stroll au Canada ? Compte tenu que le circuit québécois est du plus pur style accélération-freinage, avec un important pourcentage de pleine charge sur un tour, composé de 4 lignes droites, dont 2 légèrement incurvées et une qui semble interminable, de 3 zones DRS, on se demande même pourquoi pas 4, étant donné la vitesse de pointe impressionnante de la RB19, on imagine mal les 2 taureaux rouges autrichiens faire autre chose que 1-2. Sauf qu'on est en Amérique du Nord, où on sort le pescar pour un oui ou pour un non, ce qui pourrait pimenter la course. Nous on se retrouve à Montréal, sur le circuit Gilles Villeneuve, pour le prochain Grand Prix. Pensez à liker et à vous abonner, et je vous laisse sur une citation de George Russell, « Il pleut dans mon casque ».